tellement, mais tellement contente a posteriori d'être venue à Madagascar pour avoir pu passer du temps avec eux, pour avoir pu leur donner cette identité qui m'a tellement fait défaut quand j'étais ado. De cette liberté ici, là. Ils sont tout le temps dehors, mes enfants. Ils sont tout le temps partis chez des amis en train de faire une activité parce qu'ils ont le temps. Ils ont le temps, ce qui est pas nécessairement... Je suis sûre que si j'avais été à Montréal, là, avec ma personnalité A, là, ils seraient au conservatoire, puis en même temps dans la ligue, puis oui, de je sais pas quoi, puis aux Beaux-Arts, puis dès que j'aurais eu 10 minutes, ben go, on va dans tel musée, puis on fait telle activité. Tu sais, tout le temps cette espèce de culpabilité qui nous poursuit partout, qu'on veut tout le temps leur faire faire tout ce qui existe sur la planète, là. Ici, je ne peux pas. Donc ça, c'est mon plus bel accomplissement, c'est ça. C'est d'avoir pu leur montrer qu'on peut vivre autrement. Bienvenue au 11e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gemme et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Enregistrer l'entrevue d'aujourd'hui n'a pas été facile, mais quel bonheur que de retrouver ma belle amie Tasnim Akbarali. Vous savez peut-être que j'habite Vancouver, Tasnim, elle, habite Toamasina, qu'on appelle aussi Tamatave, sur l'île de Madagascar. À quelques kilomètres près, il s'agit du point le plus éloigné de moi sur Terre. C'est aussi un des pays les plus pauvres du monde, malgré toutes ses richesses naturelles. Tasnim a grandi dans la région de Montréal. Elle s'identifie d'abord comme québécoise, mais elle est aussi musulmane et indienne, et ses parents sont originaires de Madagascar. Elle raconte avec candeur le moment où, pré-ado, elle s'est rendue compte que son identité était différente de celle des autres. Elle explique sa décision d'étudier en médecine et les émotions qui s'y rattachent jusqu'à ce jour, ainsi que le concours de circonstances qui a fait passer son installation à Madagascar de temporaire à permanente. Merci de partager ce moment avec nous et merci d'avance de votre patience car on a eu divers petits pépins techniques au fil de l'enregistrement. Bonjour Tasnim, quel plaisir de te retrouver aujourd'hui. Dis-moi pour commencer, quel âge as-tu? Ah oui, c'est vrai que c'est un peu le sujet central, je suis obligée de le dire. J'ai 45 ans. Parfait, tu es éligible à participer à la série balado La Quarantaine, alors on peut donc continuer. Tasnim, j'aimerais commencer en te demandant de me raconter une journée dans ta vie. Je suppose que ta vie est pas mal différente que la plupart des personnes que j'ai interviewées jusqu'à présent. De quoi ça a l'air une journée dans la vie de Tasnim Akbarali? Alors, Tasnim Akbarali, elle habite à Madagascar. Donc, une journée typique, écoute, je me lève le matin parce que même à Madagascar, je suis une maman et je dois me lever tôt. Ici, les enfants commencent l'école plus tôt, ils commencent à 7 heures. Donc, je me lève un peu avant. Et puis, comme toutes les mamans du monde, je prépare le petit déjeuner. Puis, les enfants, je les réveille, puis je les prépare et puis ils partent à l'école. Et puis ensuite, j'organise un peu ma journée. Donc, je suis médecin à domicile. Je vais chez les gens. Donc, la prise de rendez-vous se fait le matin. Donc, ils m'appellent dans une fourchette de temps précise pour prendre un rendez-vous dans la journée. Donc, je prends mes rendez-vous et en fonction de ça, j'organise un peu le déroulement de la journée. Ici, on a la chance d'avoir du personnel de maison. Donc, j'ai une aide ménagère et une aide cuisinière qui arrivent. Donc, je leur donne un peu les consignes de la journée. Et puis en gros, c'est comme ça. En fonction de mes patients, je pars les voir. Et si j'en ai pas, ce qui est rarissime, je reste à la maison et je fais mon ménage et je fais ma cuisine et ma popote en espérant que j'ai de l'électricité, ce qui n'est pas acquis tous les jours. Et en gros, c'est ça, ouais. Et puis j'attends que mes enfants rentrent pour le midi et on mange ensemble. Ici, on a le grand privilège que tout est à côté.
parce que j'habite relativement, dans une petite ville. Donc ils reviennent manger à la maison, le midi, mon mari aussi, on mange ensemble. Ensuite, il y a la sieste qui est incontournable ici et les enfants retournent à l'école, à 14 heures et moi je continue ma journée dans l'après-midi. Et ici, les journées sont courtes, c'est-à-dire que le soleil se couche tôt, vers 17h30 et les enfants reviennent vers 17 heures et puis après, c'est la routine des devoirs et puis, retour à la maison et puis on mange, on partage notre journée. Fait que malgré le fait que j'habite, très loin et dans un pays très différent, je suis sûre que ça ressemble à la plupart des autres mamans du monde. C'est vrai? Ouais. Quel âge ont tes enfants maintenant? Alors j'ai le grand qui a 17 ans et le petit qui en a 11. 17 ans, il va pas, maman va pas faire ses toasts le matin pendant très longtemps encore, hein? Non, mais je les fais plus, hein. Je les fais plus depuis un certain temps. Ce qui est le plus difficile, c'est de l'amener à venir manger les toasts, là. C'est plutôt ça, de le réveiller à temps, puis, mais effectivement, c'est très bientôt, ça sera, l'autonomie complète. Enfin, j'espère. On peut toujours rêver. Mes enfants, moi, sont un peu plus jeunes, alors on en est encore assez loin. Écoute, l'école, il me semble que ça fait long s'ils vont à 7 heures le matin. Bon, je comprends il y a la siesta quelque part au milieu, mais on dirait qu'ils ont des longues journées d'école. Mais souvent, maintenant les 2 sont à un certain degré où ils ont des horaires très aléatoires. Donc des fois, il y a des trous dans ce qu'on appelle les heures creuses. Mais c'est vrai qu'ils ont un horaire extrêmement chargé et mais de midi à 14, ils sont quand même à la maison et l'autre chose aussi, c'est que, ici, il y a pas de à toutes les c'est le système français. Ils vont dans un collège français, donc à toutes les 6 semaines, ils ont 2 semaines de congé. Hmm. Donc c'est un rythme qui est quand même moi je m'y suis habituée, c'est quand même assez agréable plutôt que d'avoir plein de journées pédagogiques, disparates et des journées fériées disparates ici et là. Donc c'est 6 semaines très intenses, puis ensuite c'est 2 semaines off. OK. Reculons un petit peu en arrière. Prenons la longue vue. Voyons la forêt plutôt que les arbres. Parle-moi de tes racines. D'où viens-tu? Quelles sont tes origines, Tasnim? Alors, si tu me poses spontanément la réponse que j'ai envie de te donner, c'est que moi je suis une Québécoise. Je suis née à Châteauguay et j'y ai grandi et vécu jusqu'à dans ma trentaine. Mais effectivement, mes parents viennent de Madagascar, mais ils ont immigré, au Québec dans les années 70. Donc c'est pour ça que moi je suis née là-bas. Donc je me suis toujours considérée comme mes racines, c'est le Québec. J'ai pas d'autres souvent les gens me disent: «Ah, c'est un retour aux sources», et cetera. Mais franchement, quand je suis revenue à Madagascar, j'ai pas senti que c'était un retour aux sources. Pour moi, c'était un nouveau pays, puis une nouvelle adaptation. Donc je sais pas si ça répond bien à ta question, mais mes racines pour moi, c'est le Québec, c'est le Canada. Euh, je peux comprendre la question qu'on te pose ou ce qu'on te disait à propos des racines parce qu'effectivement, bon, tes parents sont d'origine de Madagascar. Je vois la dualité de l'immigration où on se sent un peu étranger là où on est et là d'où on vient ou là d'où les autres pensent qu'on vient, en tout cas. Ouais. Euh, et quand tu étais petite, c'est pas quelque chose, tu m'as déjà dit, c'est pas quelque chose qui se posait pour toi. Quand tu étais enfant, là, tu te voyais pas comme différente. Non, absolument pas. Je pense on a eu la chance de vivre à une époque au Québec où moi, j'ai jamais senti une quelconque forme de racisme, là. Au pire, c'était une curiosité un peu maladroite, mais jamais j'ai senti que j'étais différente ou de couleur jusqu'à un certain point là, de l'enfance, mais j'étais tellement bien, puis je parlais comme les autres, puis j'allais patiner, puis je faisais du ski, puis j'aimais le Canadien de Montréal, puis je me sentais complètement la question s'est jamais posée en tout cas pas pendant l'enfance, ça c'est sûr. Mais je me rappelle à un moment, que ça commençait vraiment à m'exaspérer quand on me demandait: «Oui, mais toi, tu viens d'où?» Puis là, je dis: «Ben, je viens du Québec». «Non, non, mais tu es originaire de où?» Puis là, je dis: «Ben,
Je suis de Madagascar. Ah ouais, Madagascar. Mais t'es pas noire, noire, tu sais, j'ai pas des traits négroïdes. Fait que là, on me disait, là, j'avais spécifié qu'en fait, je suis une Indienne de Madagascar. Là, ah, t'es hindou? Non, c'est pas être hindou. Je suis de l'Inde, de mes arrière-grands-parents, mais je suis musulmane. Ah ouais, fait que t'es arabe. Non plus. C'était vraiment complexe. Puis je sais que pendant très longtemps, j'ai fait croire que j'étais adoptée. Parce que c'était trop compliqué, puis c'était des références que je pouvais même pas détailler. Tu sais, c'était bien fun au début, là. Oui, je viens de l'Inde, je viens de Madagascar, c'était très exotique, mais ça, pour moi, j'avais rien à dire de plus, j'avais rien à expliquer de plus. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à mes 12-13 ans, là, c'était comme ça pas mal. Wow! Est-ce que tu étais allée en visite à Madagascar quand tu étais petite? J'étais allée, j'avais 8 ans, mais c'était dans un contexte de mariage, c'était très festif. Mais je me sentais pas, tu sais, j'ai retrouvé des cousins, des cousines, mais c'était juste des vacances, là, c'était juste une parenthèse, puis moi, je revenais à ma vie. Puis, tu sais, les enfants, ça pose une ou 2 questions, puis après ça c'est les adultes, hein, qui m'embêtaient avec tout ça. Puis, je je te dirais que même quand je venais à Madagascar, c'était compliqué parce qu'en fait, là, on me posait des questions sur mes origines québécoises. Là, pour moi, je dis: «Ben oui, ben ça y est, eux, ils ont compris que moi, je venais de là-bas». Mais en même temps: «Ah mais tu sais pas ça, mais tu connais pas ça, tu connais pas telle cousine, tu connais pas ta grand-mère, nanana». Puis c'est je pense à partir de là, c'est ça, 12-13 ans que j'ai commencé à me dire: «OK, j'ai comme une dualité dans mon identité». Puis maintenant que je t'en parle, je pense que ça m'a poursuivie et ça me poursuit encore, c'est cette double personnalité-là, cette double culture, cette triple même, je te dirais parfois. Donc, jusqu'à maintenant, ça me titille, ça me travaille, j'y réfléchis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que c'est les trois, les triples, tu penses? Beh, il y a aussi l'appartenance religieuse. Tu sais, être musulman dans un pays, historiquement catholique. Donc, on était pratiquants à la maison, mais sans plus. Puis quand je revenais à Madagascar, ma communauté était très, très pratiquante et tout tourne autour de ça, de la mosquée, de l'école coranique et tout ça, chose à laquelle moi je me sentais pas vraiment, reliée. Puis quand je revenais à Montréal, puis que j'ai commencé à être adolescente, puis que ma mère a commencé à vouloir m'inculquer certains préceptes, musulmans là, islamiques, pas boire, pas manger de porc, on flirte pas, tu sais, on n'a pas de chum, faire des parties, ben, pas vraiment, c'est pas dans notre culture non plus, c'est pas dans notre religion non plus. Là, ça devenait un peu compliqué. Ça, je considère que c'est une autre culture, tout à fait. Donc, la culture plus peut-être indienne de Madagascar, la culture religieuse et la culture québécoise. Est-ce que Oui, j'ai bien excellent compris? résumé. Oui. Phew, OK, je vais passer mon examen. Euh, donc, raconte-moi un peu le moment où, au Québec, tu commences à sérieusement percevoir que finalement, tu es peut-être un peu différente des autres enfants autour de toi. 4e année, donc, et c'est une école où il y avait, je disais, donc beaucoup de Québécois de couleur blanche et beaucoup de Québécois d'origine haïtienne. Donc, quand on à la récréation, quel que soit le jeu qui était joué, genre ballon chasseur, il y avait une équipe de blancs et une équipe d'haïtiens. Et moi, j'étais tout le temps l'arbitre. Et à un moment, j'ai juste demandé, mais pourquoi? Il dit, ben, c'est parce que t'as aucune des deux couleurs. Et j'étais la seule qui était ni blanche ni haïtienne. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais c'est vrai, c'est bizarre ça. Et c'est vraiment la première fois où j'ai réalisé que oui, je parlais une autre langue, oui, j'étais de confession religieuse différente, on est musulmans, on mangeait des choses différentes, j'avais plein de choses à raconter, mais ça m'avait jamais frappé à ce point. Et c'est là que j'ai commencé sur une partie de ballon chasseur, imagine-toi. Donc c'est comme ça que j'ai réalisé ma réelle différence. Aussi bizarre ça, la puisse paraître, mais écoute, c'était comme ça. Qu'est-ce que ça a changé à partir de là? Ça a beaucoup changé. Alors, je sais pas si c'est aussi le fait que, l'adolescence commençait, qu'on devait choisir une école, secondaire, mais ça j'ai juste pris conscience que j'étais
différente. Je pense pas qu'on m'ait traitée de façon différente à ce moment-là. Ensuite, quand est venu le secondaire, j'allais dans une école internationale, mais ça avait international que de nom, parce qu'on était très peu de personnes non blanches, si tu veux, je peux encore te dire combien on était. Ça se comptait sur les doigts d'une main, probablement, dans mon année. Et c'est là que les questions commençaient à se poser, parce que je pense que dans mon quotidien aussi, ça faisait une différence. Donc, ma mère avait des principes culturels et religieux auxquels elle tenait, et ça se traduisait de toutes sortes de façons dans mon quotidien, que ça soit au niveau vestimentaire, que ça soit au niveau des permissions de sortie, que ça soit... on me refusait rien, mais tout était perçu de façon différente. Oui, ça, je me rappelle. Et puis à ce moment-là, ben, c'est secondaire 1, secondaire 2, on commence à sortir, à goûter la bière, à faire des parties, à avoir un chum. Puis tout ça, ben, dans ma maison, c'était très différemment traité. Et puis c'est là que j'ai commencé à me sentir différente, et on commençait à me percevoir aussi de façon différente. Tu dis, on ne me refusait rien, mais est-ce que peut-être en partie, il y avait juste des choses que tu demandais pas? Oui, très rapidement, j'ai réalisé qu'il y avait des choses que c'était pas la peine. Le vendredi soir, quand mes amis sortaient, ben, mon père, il disait oui, mais il venait me chercher à 20h30. Tu sais. Fait que c'était pas super, super chouette. Mes amis commençaient à avoir des chums, puis ben, chez moi, des amis garçons qui m'appelaient, c'était toujours, euh, c'était toujours très suspicieux. On posait plein de questions. Donc, un peu plus tard, je dirais vers secondaire 3, ça commençait à poser problème, mais j'associe plus ça à l'adolescence qu'à autre chose. Mais c'est sûr que culturellement, les différences étaient beaucoup plus présentes. Ouais. Et qu'est-ce qui reste de cette identité-là aujourd'hui? Comment ça t'a suivi dans l'âge adulte? Cette identité-là, tu veux dire l'identité québécoise ou mon identité indienne de Madagascar musulmane ou... Tout ça ensemble. Je dirais que c'est un peu central à mon existence. Maintenant, je peux le dire, là, d'emblée, je rentre dans le vif du sujet, mais ça fait pas longtemps que je l'ai réalisé, mais je pense que tous les choix de vie que j'ai faits par la suite découlent de ça, de cette espèce de dilemme, d'ambivalence, tout ce que je disais, tout ce que j'écrivais, tout ce que je voulais être ou faire, découlait de ça. C'est très compliqué quand tu as 14-15 ans. C'est déjà difficile de se définir, point, quand tu as cet âge-là. Mais en plus, quand tu dois être déchiré en deux identités, ça l'est encore plus. Et ce malaise-là, je l'ai vécu de façon très souffrante, là. C'était compliqué. Puis c'était le pire, c'est que c'est la faute de personne. C'est ça. Des fois, quand tu as un événement ou un individu, tu sais, je peux pas dire, ah, c'est la faute de ma mère ou, ah, c'est la faute de mes amies québécoises. Ou, je faisais partie des deux, et c'était très difficile à rallier. Et aujourd'hui, je le réalise très, très facilement que tous les choix que j'ai faits par la suite découlent de ça. Jusqu'à mon choix de vivre à Madagascar, je pense. Ben, parlons-en, parlons de ces choix-là. Raconte-moi un peu les choix que tu as faits qui t'amènent là où tu es aujourd'hui, puis peut-être aussi des choix que tu n'as pas faits ou même des choix qui auraient été faits pour toi. Je sais que quand est venu le temps de faire mon choix de carrière, là, j'ai choisi d'aller en médecine. J'étais acceptée dans plusieurs universités, mais j'ai décidé d'aller dans celle qui était la plus loin de chez nous, déjà. Euh, j'ai été acceptée à l'Université Laval, puis c'est très, très clair que j'y allais. Moi, j'habitais à Montréal. J'aurais pu aller dans une université à Montréal, mais non, j'ai été là-bas parce que j'avais besoin de prendre de la distance, un peu d'autonomie. Bon, on peut dire que n'importe quel ado ou jeune adulte pourrait faire ce choix-là pour toutes sortes de raisons, mais moi, je sais que je l'ai fait parce que j'avais besoin de me définir un peu loin de mes parents, puis loin de l'ambiance familiale, culturelle de l'époque. Euh,
Je me rappelle que je m'étais dit que, je me rappelle encore avoir dit à ma mère: «Mais moi, je me marierai jamais parce que ça va être trop compliqué. Va falloir que je me marie à un Indien de Madagascar, musulman, mais en même temps, peut-être que je vais tomber amoureuse d'un Québécois blanc, fait que ça va être super compliqué. Fait qu'autant que je me marie jamais». Ouais, c'est ce genre de décision un peu, un peu, ouais, c'est ça, intempestive, là, un peu impulsive. Et c'est c'est étrange parce que je suis tombée amoureuse très jeune d'un Indien de Madagascar. Mais mes parents revenaient pas au tout début de mes études. Et c'était à l'encontre de tout ce que j'avais décidé dans ma tête. Mais comme quoi, hein, on n'a jamais le contrôle sur rien. Et, et, euh, et voilà, les premières années, c'est lui qui a décidé de venir habiter à Montréal. Donc, on pourrait dire que bon, ça y est, c'est réglé. J'ai marié un Indien de Madagascar. Je vis à Montréal. En tant que femme mariée, je peux faire ce que je veux. Mais non, c'est pas aussi simple que ça. Surtout quand sont venus les enfants, parce que je me suis inévitablement demandé, est-ce que je vais leur faire subir la même chose? Non. Donc, oui, je peux élever mes enfants à la québécoise à 100%, mais en même temps, je peux pas rejeter ma partie d'identité qui finalement, qui s'avérait pas de quelque chose de si négatif. Ça faisait partie de moi, mais j'avais pas envie que mon fils ait un choix à faire. Je voulais que ça soit plus facile pour lui de rallier les deux. Et je pense que de faire le choix de venir à Madagascar, là, je le dis en 30 secondes, hein, mais c'est évidemment une réflexion puis un processus sur une décennie, hein. Mais à l'époque, aujourd'hui, c'est tellement simple d'en parler. C'était bien, ça causait bien des insomnies puis beaucoup de discussions. Puis j'en parle en riant, là, aujourd'hui, j'en reviens pas, mais à l'époque, c'était beaucoup plus complexe, ouais. Il y a tellement de choix différents dont tu viens de parler que j'ai envie d'explorer un peu plus à fond, mais on va prendre quelque chose de peut-être presque anodin pour commencer, mais tu as décidé d'aller en médecine. Qu'est-ce qui est Oui, entré dans ce choix-là? Mais tu aurais pu faire autre chose. Je sais que tu es une grande amateur de littérature, tu aimes beaucoup écrire. Je dois déclarer que toi et moi, on a eu une relation épistolaire, soutenue quand on était au secondaire. Heu, pourquoi médecine? alors ça, ouais, c'est une question, oui, c'est des questions compliquées, hein, que tu as aujourd'hui. Écoute, c'est vrai, on avait un gros penchant toutes les 2, hein, pour, tout ce qui était littérature, réflexion, philosophie, et on avait la chance toutes les 2 d'avoir des bonnes notes. OK. Donc quand tu vas voir, l'orienteur, ben, automatiquement, tu as les grandes professions qu'on te nomme tout de suite. «Pourquoi tu ferais pas médecine? Pourquoi tu ferais pas médecine?» Et je pense que mes parents ne m'ont jamais influencée sur ce point, mais je pense que ça reste quand même un rêve, sans tomber dans le cliché là des parents asiatiques qui veulent absolument que leurs enfants fassent des études, heu, soi-disant exceptionnelles ou enfin de grande notoriété, de grande réputation. Mais ce que je veux dire, c'est que mes parents m'ont jamais dit: «Bon, on veut que tu fasses médecine, on veut que tu fasses génie ou whatever». Mais peut-être qu'inconsciemment, je sentais cette pression-là. Mes parents ont quand même immigré. Ils connaissaient pas beaucoup non plus, et ça, je peux le dire parce que je le vis aujourd'hui avec mon propre fils, mais eux ne connaissaient pas le système québécois, le système d'éducation québécois. Donc c'était plus facile de me dire: «Ben, écoute, je vais en sciences ou je vais en ingénierie ou je vais». La littérature, ça reste vague. Et en quoi je voulais aller en littérature, ça voulait dire quoi? Ça voulait Est-ce que je veux être prof? Est-ce que je veux écrire? Est-ce que je veux Ça, je pense que c'était complexe. Donc je pense que ça s'avérait juste plus facile d'entrer en médecine. C'était juste plus simple. Quand j'essayais d'expliquer à mon père, là, les différents cheminements universitaires, que j'aurais pu faire autrement, je pense que c'est pas que j'avais pas son soutien, mais il me comprenait juste pas. Alors que quand tu dis: «Ben, je m'en vais en ingénierie» ou «Je m'en vais en médecine», ah, ça, c'était tellement plus simple. Puis je me voyais très bien, mais ça, c'est le rêve de tout adolescent à un moment donné, faire de l'humanitaire. Puis mon Dieu que la médecine, c'était romantique comme idée de faire de la médecine à travers le monde et puis de sauver des gens. Et puis,
je pense qu'il y a une grande partie qui venait de là aussi. Est-ce que c'est vrai qu'on sauve des gens, puis tout ça? Qu'est-ce que tu as découvert quand tu as fait ta formation médicale, puis ensuite commencé à pratiquer? Alors je vais le dire à mon corps défendant, mais c'est une grande désillusion. Une grande désillusion. Oui, on aide les gens, mais on se rend rapidement compte. Alors moi, j'ai décidé de me diriger vers la médecine générale parce que j'avais envie de faire plein de choses différentes. Ce que j'ai fait d'ailleurs, plein de choses différentes, puis même en venant à Madagascar, je me disais, bon, parce que je savais que le parcours professionnel allait être très différent que celui au Québec, mais je m'imaginais là faire avoir mon propre hôpital, puis guérir des gens qui n'avaient pas les moyens d'avoir. Ben non, c'est tellement plus complexe que ça. Il y a tellement d'enjeux politiques, financiers, économiques. On peut aider, mais à très petite échelle. Et on se rend, quand on est en Occident, on se rend compte qu'on aide beaucoup, mais c'est de la médecine de luxe. Très souvent, hein. On aide des gens déjà très âgés, tout en médecine. Moi, j'ai fait de la médecine générale. J'étais hospitaliste, donc je faisais de la médecine générale en hôpital. Euh, et souvent, c'était presque une population gériatrique, hein. De temps en temps, on avait des petits jeunes avec des cas intéressants, mais en gros, c'était souvent d'aider une personne de 60 ans à atteindre les 70 ans. C'est beaucoup moins. Peut-être que si j'avais pris une autre spécialité, hein, ça serait différent. Mais en tout cas, très, très vite, on déchante. Puis le système de santé, bon, aujourd'hui, est assez catastrophique, mais à l'époque aussi, c'était pas rose-rose. Puis euh, entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire, la marge est grande. J'en ai fait, hein, des missions humanitaires, mais très rapidement, tu réalises que, mon Dieu, c'est tellement au-dessus de tout ça, puis tout est une question de... Mais je veux pas décourager les futurs étudiants en médecine qui écoutent ce podcast, par contre. Oui, c'est ça. Et il y en a même qui sont dans la quarantaine de nos jours, qui commencent à changer de profession, mais je pense que c'est important de partager davantage ce qui est la réalité de la pratique médicale au-delà des stéréotypes et des histoires qu'on se raconte là, quand on est au secondaire. Mais comme tu dis, euh, je peux imaginer que la pratique médicale, en grande partie, est une pratique de privilège. Comme tu dis, on s'occupe davantage de prolonger l'existence, peut-être de façon incrémentale, là, plutôt que marginale, plutôt que de faire des grandes transformations de vie. Oui, exactement. Puis c'est cool que tu me poses cette question-là parce que je me rappelle que dans ma formation, à un moment, j'ai fait un stage en Nunavut, dans le Grand Nord, et j'y ai rencontré quelqu'un que beaucoup de gens connaissent, soit Jean Désy, donc qui est un écrivain de la nordicité, puis qui à l'époque avait été mon mentor quand j'ai fait, puis qui fait de la médecine, mais aussi qui partage en fait sa vie professionnelle entre la médecine puis l'écriture, qui a réussi à rallier les deux. Puis je me rappelle à un moment, il a essayé un peu maladroitement, mais il a essayé de me dire à quel point il fallait que j'arrête de rêver, puis que finalement, c'était pas ça, puis que si j'avais envie d'écrire, puis de faire des choses cool, ben, il fallait que je le fasse par moi-même, puis que ça voulait pas nécessairement faire de la médecine cool. Puis très vite, il s'est ravisé. Je me souviens très, très bien de ce moment-là. C'est dans une cafétéria d'un hôpital dans lequel on travaillait tous les deux. Puis il s'est ravisé très rapidement parce que je pense qu'à l'époque, j'étais pas prête à entendre ça. Mais aujourd'hui, et je pense qu'à l'époque, il avait l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc, je comprends parfaitement ce qu'il voulait me dire à l'époque. Je comprends vraiment bien. Puis je le remercierai jamais assez parce que je pense qu'il il voulait pas pousser le bouchon trop loin. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut que on soit un petit peu plus lucide par rapport à ce que ça veut dire faire la médecine au Canada. Après, on peut, on peut tous joindre des grandes organisations, là, Médecins du Monde, Médecins sans frontières et tout ça, mais juste se rappeler qu'il y a une il faut être politicien aussi pour faire ce genre de médecine. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, depuis que moi je suis à Madagascar, j'en ai vu. J'en ai vu des ONG passer. À chaque année, il y a de la peste ici, il y a de la lèpre, il y a toutes sortes de maladies là, pour lesquelles il y a des missions, des gens du monde entier qui viennent. Encore l'année dernière, pendant la COVID, on ne pouvait pas sortir du pays, donc
on a beaucoup voyagé dans le pays. On est allé en brousse et tout ça. Donc, on croise des gros Jeeps avec des grands sigles, des Jeeps super équipés avec des super équipes. Mais ils sont très, très loin de l'humanitaire tel qu'on l'entend. C'est des gros budgets qu'il faut octroyer. Donc, on est obligé de présenter des gros projets qui sont pas nécessairement pertinents. Fait que moi, j'ai traversé la fameuse famine là, qu'il y a dans le sud de Madagascar. Ils sont arrivés puis ils ont mis des espèces de, de toilettes en plein milieu, à des toilettes à 1 million, là, des toilettes solaires. Puis il y a personne qui va utiliser ces toilettes-là. Puis ce qu'il y aurait eu besoin, ben, c'est des grosses citernes d'eau ou une école. Mais s'ils veulent réavoir le budget l'année prochaine, ben, ils sont obligés de présenter les choses de cette façon-là. Et, euh, et voilà, je dis pas que toutes les personnes dans ce domaine-là sont de mauvaise foi ou quoi que ce soit, mais c'est des grosses machines. C'est des grosses machines, puis il faut savoir défendre ces projets. Puis j'en croise tous les jours des gens ici du PNUD ou qui sortent là je peux même pas te nommer toute la liste des programmes internationaux, européens pour la plupart, mais, euh, mais c'est ça, c'est au-delà de ce qu'on peut croire. C'est de la guerre. C'est une guerre internationale entre différents. C'est où est-ce que le prochain budget va être octroyé. En gros, c'est ça. Parle-moi un peu donc de ce que c'est ta pratique médicale au quotidien à Madagascar. En quoi faire ce choix-là a transformé ta pratique professionnelle? Parce que je présume que c'est assez différent. Oui, complètement. Donc, moi, ça fait 13 ans que je suis à Madagascar. Et sur les 13 années, ça m'a pris 7 ans d'abord pour avoir le droit de pratique, déjà. Ici, on ne reconnaît absolument pas les diplômes étrangers en médecine et dans plusieurs professions d'ailleurs. Et la médecine, les universités locales sont assez limitées. Donc, c'est une médecine de base. Les médecins ont pas accès à la formation continue. On n'a pas de plateau technologique. Euh, il n'y a pas beaucoup d'avancées, il n'y a pas de conférences, il n'y a pas de congrès, il n'y a pas ce genre de choses. Les médecins locaux n'ont pas les moyens d'aller à l'extérieur pour aller se former. En gros, c'est une médecine assez préhistorique. Euh, on utilise encore des médicaments qui n'existent plus dans le reste du monde, souvent. Moi, dans la ville où je suis, j'ai pas accès à... Ben, il y a 2 hôpitaux, mais en général, on va à l'hôpital pour y mourir. Il n'y a pas d'oxygène. Quand il y a des coupures d'électricité, ben, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de génératrice. Donc, moi, qui étais hospitaliste, ça a complètement changé ma vie. Ça n'a rien à voir. C'est une autre profession que j'ai. Ça m'a pris beaucoup de temps pour m'adapter. Euh, Ça a été difficile. C'est beaucoup moins stimulant intellectuellement. La plupart des gens, je traite beaucoup d'expatriés, mais je refuse jamais de voir d'autres personnes qui, en général, n'ont pas les moyens de me payer. Euh, donc, même quand je prescris un traitement, ben, ils n'ont souvent pas les moyens de le suivre. Je compare ma médecine à une médecine de brousse, vraiment. C'est de l'humanitaire sans être de l'humanitaire. Dans le sens que moi, on me donne pas d'argent pour aider les gens, hein, mais j'en aurais quand même bien besoin. Et du coup, je pose beaucoup de diagnostics un peu dans le flou parce que j'ai pas de bilan, j'ai pas de radio, j'ai rien pour corroborer bon, par contre, j'ai développé un flair clinique, je pense, assez exceptionnel. Je pense à force de vivre sans moyens, ben, on développe d'autres sens, là. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on tourne en rond rapidement. Je peux pas faire des diagnostics très poussés. Et quand je peux, ben, c'est des gens qui ont les moyens d'aller vers l'extérieur. Donc, ils vont aller se faire traiter dans d'autres pays, vers de la médecine privée. Donc, moi, mon travail s'arrête là. Donc, en gros, oui, c'est comme ça. Donc, à l'hôpital, j'avais un travail qui ressemblait un peu à la profession, à la spécialité d'interniste. Trouver la petite, tu sais, Dr House, là, trouver le diagnostic hyper rare en regardant la pupille du patient. Mais c'est ça. Ici, ben, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais c'est lassant. C'est lassant. Je me lasse souvent. Je suis découragée rapidement. Mais ben, c'est comme ça. On fait ce qu'on peut. Tu vois, en fait, ça,
venant d'une longue distance et n'étant pas moi-même dans la profession médicale, mais quand je compare ce que tu me racontes à ce que certains de tes collègues au Québec me racontent, et puis certains de tes collègues n'importe où au Canada pourraient dire, euh, ça me rassure un peu que tu sois pas particulièrement plus satisfaite de, de ta pratique médicale là-bas qu'au Québec. Tu sais, c'est pas comme si tu t'es dit, je pratiquais au Québec, ma pratique n'avait pas vraiment de sens, puis là, je pratique à Madagascar, puis tout d'un coup, j'ai vu la lumière, tu sais, puis c'est tellement plus satisfaisant. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des limites inhérentes à la profession médicale, peu importe où on est. Oui, effectivement. Reste que, bon, je suis encore en lien beaucoup avec des collègues à Montréal, puis je suis sur des groupes Facebook aussi, des groupes Facebook de médecins qui m'aident beaucoup. Parfois, je lance une bouteille à la mer, puis on m'aide un peu. Mais reste que Madagascar reste le pays où tu as la mortalité infantile la plus élevée au monde, mortalité maternelle. Ici, on meurt encore d'une crise d'asthme. C'est quelque chose que moi, je considère comme c'est ça, encore bouleversant, tu sais. Ici, j'ai vu une crise tétanique, comme on voit dans les livres Wow! en médecine. Plus personne sait c'est quoi, mais voir quelqu'un qui a un diaphragme paralysé, ça te marque à vie. Fait que, oui, je suis d'accord que la médecine au Québec va mal. Et je reviens sur mes propos tout à l'heure. C'est vrai que ça manque de sens parfois, mais peut-être que mes collègues qui travaillent à l'urgence seraient moins d'accord avec moi. Euh, on se rend pas compte. On se rend pas compte quand on vit en Occident qu'il y a des choses qui sont acquises. Ici, juste accoucher, c'est pas acquis. Alors que à Montréal, il y a des gens qui se plaignent. Puis je dis pas que c'est à tort ou à raison, parce qu'on paye des impôts pour ça, puis c'est un pays, c'est comme le Canada, là. Mais on se plaint encore parce qu'on n'a pas une chambre privée parfois quand on vient d'accoucher. Mais ici, ben on accouche dans le couloir tout le temps, si c'est pas chez soi. Puis parce que faute d'avoir un endroit propre ou équipé pour le faire. Donc oui, à chaque pays son problème. Je veux pas te bouleverser, mais j'ai entendu récemment, en fait, des médecins très troublés ici parce que tu parlais de crise tétanique, là. Euh, avec le mouvement anti-vax, il y a de plus en plus de gens qui refusent le vaccin contre le tétanos. Alors, le tétanos va peut-être faire un retour ici aussi, mais pour des raisons particulièrement absurdes. Euh, parce qu'effectivement, quand on a vu une fois, ou même qu'on a vu des photos de personnes aux prises avec une crise de tétanos, moi, en tout cas, c'est le vaccin que que je vais toujours accepter, peu importe les circonstances. Je pense qu'on a oublié. On a oublié. C'est que c'est des maladies qu'on ne voit plus. Le tétanos, la diphtérie, même la rougeole, là, il y a de façon récurrente, hein, il y a des mouvements anti-vax contre la rougeole, mais il suffit de voir une fois une femme enceinte a attrapé la rougeole quand elle était enceinte. Ben, c'est ça. Puis de voir les effets sur le fœtus. Puis c'est difficile d'être anti-vax après ça. Après, je te parle pas de tous les autres vaccins, évidemment, mais puis je pense que c'est un débat qui est compliqué, là, mais il suffit de venir à Madagascar. Moi, je suggère, en tout cas, fortement. Ici, la vaccination n'est pas du tout acquise. C'est pas du tout. Il n'y a pas de campagne. C'est compliqué. Ou de voir la quantité de personnes qui boitent parce que à cause de la polio. Euh, c'est ça, juste ça. Juste ça. Faudrait. On a oublié. On a oublié les maladies que ça nous évite. Tout ce dont on se souvient, tout ce dont on parle, c'est les effets secondaires des vaccins. Mais c'est parce on oublie la maladie dont elle nous protège. Ouais. Mais parlons-en plus à fond de ce choix-là de déménager à Madagascar. C'est pas un choix que tu as fait au tout début de ta vie adulte. Donc, parle-moi un petit peu de ton parcours après les études en médecine et comment ça t'a amené à quitter Montréal. Et j'aimerais, ben, pendant qu'on est là aussi, mais je sais que tu as aussi travaillé avec les immigrants à Montréal. Tu as mentionné un passage dans le Nord. Donc, parle-moi un peu de ton parcours après la médecine, après les études de médecine. Oui, alors je pense que
j'aimais la médecine en soi, mais j'aimais tout le côté aussi international. Euh, ben, tu parlais de, voilà, c'est ça. Très rapidement, j'ai fait de la médecine de santé voyage. Je trouvais ça passionnant. Donc, des gens qui partaient pour des voyages court terme, long terme, des expatriés. C'était sympathique parce que tu voyages par procuration. Puis très vite, ça m'a amené à faire de la médecine pour les réfugiés, les demandeurs d'asile. Il y avait un programme à l'époque où c'est laissé Côte-des-Neiges qui s'appelait le PRAIDA. Je suis même pas sûre que ça existe encore, mais ça aussi, c'était passionnant. Donc, des gens sans papier, souvent, qui sont en attente d'une législation, bon, une légalisation de leur statut, puis donc qui n'ont pas accès à la RAMQ, mais en même temps qui présentent des maladies comme la tuberculose ou le VIH ou la malaria ou des grossesses qui n'ont pas du tout qui n'ont pas du tout été suivies, puis tout d'un coup, on se retrouve devant une femme enceinte de 8 mois, puis on n'a aucune idée de ce qui va être issu de ça. C'est passionnant. Moi, j'ai adoré cette partie-là. J'ai fait des stages de médecine tropicale à l'université McGill, et donc, j'évoluais beaucoup dans ce milieu-là. Donc, je faisais une semaine de garde à l'hôpital Charlemagne par mois, 1 à 2 semaines par mois. Puis, les 2 autres semaines étaient voilà, occupées par de la santé voyage ou de la santé d'immigrants et de demandeurs d'asile. Puis, j'adorais ça. Puis, c'était ma façon à moi de... J'ai aussi fait des blogs. J'ai fait des blogs de médecine pédiatrique. J'ai fait de la radio. RCI, Radio-Canada International, qui s'adressait surtout aux immigrants. Donc, des sujets médicaux de base. Et puis, on en parlait. Les engelures. Hein, tu sais, quand on est un immigrant, on arrive du Maroc, on ne sait pas trop c'est quoi une engelure, puis qu'est-ce qu'on fait quand on a froid. Puis, c'est très, très intéressant. Moi, j'adorais faire ça. Faire du rattrapage de vaccination dont on parlait tout à l'heure, des gens qui étaient issus de pays où il n'y avait pas de campagne de vaccination. Puis là, il fallait s'y mettre. C'était vraiment avoir accès à alors, quand on est avec les demandeurs d'asile, donc on a des vagues de demandeurs d'asile. Donc, il y avait tout le génocide rwandais. Donc, on en a eu ça. On a eu beaucoup de gens qui étaient issus du conflit israélo-palestinien, des Mexicains, avec tout ce qui se passait là, avec le cartel, puis tout ça. On avait des gens qui fuyaient, c'est le Mexique. Donc, franchement, c'était passionnant. Mais je travaillais vraiment beaucoup, énormément, énormément. Et donc, les premières années, c'était pas un problème parce que mon mari faisait des allers-retours entre Madagascar et le Canada. Mais à un moment donné, ben, il s'est installé quand j'ai commencé ma pratique. Et puis, quelques années après, ben, je suis tombée enceinte. Et j'avais un mari hyper présent. Donc, qui compensait facilement à la maison pour mes absences. Puis, je pense que je me suis un peu laissée emporter là-dedans. Au lieu de réfréner ma pratique, ben, je l'ai doublée. J'étais 2 fois plus active, puis j'avais 2 fois plus de projets. Puis du coup, mon fils a grandi un peu sans moi, en fait, jusqu'à l'âge des 2 ans. J'ai comme pas réalisé jusqu'à ce que une nuit, mon fils se réveille et j'étais là. Il était malade, puis il a pas voulu venir avec moi. Je me rappelle encore, ça m'avait beaucoup attristée. Puis c'est là que j'ai juste réalisé que non, c'est pas correct. J'ai essayé, je suis tombée malade aussi, donc j'étais en arrêt de travail. J'ai fait une méningite. Et pendant 3 mois, j'étais en arrêt. Et le plan, c'était que quand je recommence à travailler, ben, j'y aille tranquillement et je reprenne progressivement, ce dont j'étais incapable aussi. Donc, le meilleur moyen, ben, c'était juste de partir. Au début, ça devait être un essai de 3 ans. Et puis, ben, je me suis laissée prendre au jeu. J'y suis encore après 13 ans. Donc, en gros, c'était ça. C'est comme ça que je suis partie de... Puis, je pense que j'avais aussi le rêve secret enfoui quelque part, encore de faire de la médecine humanitaire. Je me voyais venir à Madagascar puis ouvrir ma clinique ouverte à tous ou un hôpital. J'ai vite déchanté, là. Mais je pense que ça me motivait aussi. J'allais pas vers le vide, moi. J'allais pas vers... pour moi, c'était un tremplin pour faire plus. Mais c'est en arrivant ici que j'ai réalisé que j'allais devoir rétrograder là, au niveau professionnel, que ça allait être beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'était pas possible à cause des circonstances politiques et de la difficulté organisationnelle, mettons, ou des institutions. Est-ce que c'est ça que tu faisais? J'imagine que tu parles de l'équivalence de permis de pratique, c'est ça? Plutôt que ce rêve-là que tu avais peut-être
d'ouvrir une clinique ou de faire une pratique qui... Parce que j'ai l'impression que quand tu décris ta pratique que tu avais dans Côte-des-Neiges, que je me demande si tu pensais que tu pourrais continuer le même genre de pratique à Madagascar. Oui, Ça oui, non, t'aurait c'est ça. Je attiré pense vers que ça, mais je croyais pouvoir faire une différence en amont. Je pensais pouvoir faire une différence en amont. Puis moi, je partais pour une courte durée, là. Fait que c'était un essai. Mais quand je suis arrivée ici puis que j'ai vu que tout était compliqué, ne serait-ce que d'avoir un droit de pratique, ça a pris 7 ans. J'aurais pu refaire médecine une deuxième fois ici, là. Donc, pourquoi, une des raisons pour lesquelles je fais médecine chez les gens, c'est que pour ouvrir une clinique, c'est encore probablement plusieurs années de justification administrative. C'était très, très compliqué. Pourtant, j'ai la nationalité malgache, hein, mais il y a une espèce de protectionnisme ici qui fait que les choses sont très complexes. et donc ce choix-là, j'ai comme l'impression, puis je m'identifie jusqu'à un certain point quand tu parles de la décision de partir, comme en gros, tu as changé ton environnement pour, je vais dire ça vite, là, comme contrôler ta personnalité. Est-ce que, est-ce que j'exagère en disant ça? Euh, Explique-toi, parce Ben, que parce que, j'ai peur de dire n'importe quoi. ben, parce que tu mentionnes que tu trouvais que, bon, tu travaillais trop, tu souhaitais passer plus de temps avec ta famille, puis tu aurais pu faire ces choses-là en restant au Québec possiblement, mais déménager à Madagascar, c'était comme la version radicale pour te forcer à adopter un mode de vie qui n'était pas celui qui te venait naturellement dans ton environnement original, disons. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant que tu le dis comme ça, c'est vrai. J'aurais pu prendre des décisions, une année sabbatique tranquille. Ça aurait pu être moins drastique. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, Madagascar n'était pas très adapté à ma personnalité. Ou moi, je n'étais pas très adaptée au rythme de vie de Madagascar. Euh, Par contre, ce que j'ai moins mentionné, on en a parlé en début d'entrevue, c'était toute la question identitaire. Et une des choses aussi qui m'ont fait décider de venir ici, c'est que je voulais que mon fils puisse connaître aussi la partie de moi indienne de Madagascar, puisse la vivre ici in vivo, et pas seulement par procuration. Que si un jour je lui disais quelque chose, qu'ils le prennent pas juste comme un affront, ah, ma mère, pourquoi qu'elle veut ça, puis pourquoi c'est comme ça, puis pourquoi faut que je vive différemment de mes amis, puis gna, gna. Je voulais qu'ils comprennent. Mais moi, je venais pour une période courte, hein. Je pensais pas que je resterais. Puis plus le temps est passé, plus je trouvais ça tellement naturel. Ici, on s'est beaucoup, beaucoup rapprochés. Une grande partie de ma famille est ici, celle de mon mari également. Mon fils côtoyait plein de gens comme lui, plein d'Indiens de Madagascar. Il n'était pas le seul dans son école. Lui, il jouait dans les deux équipes à la récré, au ballon chasseur. Euh, j'ai juste trouvé sa partie québécoise était beaucoup plus facile à se réapproprier quand on revenait au Québec à chaque été que l'inverse. Et, euh, et c'est étrange parce que je me retrouve dans la même situation où se retrouvaient mes parents à l'époque, à savoir que mon fils vit dans un milieu que moi je connais pas. Mais mon mari, lui, connaît. Et moi, sachant que j'ai vécu ça, ben, je vais être un peu plus tolérante. Je me laisse un peu plus, je prends plus de recul. Alors aujourd'hui, mon fils, il fait des choix pour plus tard, là, des choix d'université, puis tout ça. Puis j'essaie beaucoup plus de m'informer, puis de comprendre. Puis je suis moins directive. Là, il fera pas médecine absolument, ou il fera pas ingénierie absolument. Je comprends, ne serait-ce que passer le bac, le fameux bac français, là, je comprends rien dans leurs coefficients, puis dans leur spé, puis dans leur choix, puis le bac L, puis le bac S, puis je pense que je vis la même détresse que mon père vivait à l'époque quand je lui disais que je voulais aller au cégep en sciences de la santé, en sciences de la nature, mais que je voulais faire littérature, puis gna, gna, gna. Je pense que je me retrouve un peu, mais là, je le sais. Je sais ce à travers quoi mon fils passe. C'est ça la différence. Mes parents, à l'époque, étaient totalement nouveaux et naïfs et comprenaient rien. Mais voilà. Chacun notre tour
Oui, chacun de- sa génération. d'apprécier les limites de ce qu'on sait puis de ce qu'on sait pas, tu sais. Et donc, tu t'as dit plusieurs fois qu'au début, c'était ton intention, c'était de rester seulement 3 ans à Madagascar. Euh, Pourquoi 3 ans d'abord? Et qu'est-ce qui a fait en sorte que, bon, tu t'es pris les pieds puis tu y es encore? Alors, mon mari a vécu au Canada 10 ans, à peu près, après avoir tout laissé lui de son côté pour venir vivre chez moi, entre guillemets. Fait que je trouvais que c'était de juste, juste la réciprocité, là, tout simplement de venir vivre à Madagascar. Et au bout de 3 ans, lui, il s'était vraiment épanoui de façon professionnelle. C'était un peu gênant de lui dire, ben écoute, on retourne au Québec. Je pense que ça allait être un peu compliqué. Et c'est un homme d'affaires. Et ça semblait être beaucoup plus facile, bizarrement, que je pense que ça, c'est associé à notre condition de femme. OK? Là, je sens que je vais ouvrir une autre grande porte, mais je pense que c'était beaucoup plus facile pour moi, mais est-ce que je le savais? Je ne sais pas. Mais c'était beaucoup plus facile pour moi de m'adapter à Madagascar que de lui de s'adapter au Québec à ce moment-là, après 3 ans. Je le voyais mal transporter son business au Québec, tandis que moi, je pouvais essayer de faire un effort un peu plus important, essayer d'adapter ma pratique à ici. Je pense qu'en gros, c'était ça. Puis aussi de voir à quel point mon fils évoluait bien. Il s'était adapté. Le climat aussi est hyper favorable. C'est cool d'aller à l'école, puis d'être sous les cocotiers, puis de vivre dehors tout le temps. Puis reste que c'est une île, puis c'est un pays chaud, puis t'as l'impression un peu d'être toujours en vacances, malgré tout. C'est le pays du Mouramour. Mouramour, ça veut dire tranquille, tranquille. Donc c'est vraiment, puis tu sais, comparé à la frénésie occidentale, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Puis je me suis aussi laissée aller au confort, là, je dois l'avouer un peu honteusement, mais avoir du personnel de maison, c'est agréable. Ne plus avoir à laver sa vaisselle, puis d'avoir quelqu'un qui peut cuisiner à notre place de temps en temps. Puis, oui, puis tout est à 5 minutes. Tu sais, je me tape pas 1 heure de métro ou d'autobus. Il n'y a pas d'embouteillage. Aller à la plage, c'est quand même cool. Là. J'ai pas besoin de déblayer mon garage au mois de février. Ça a l'air niaiseux, mais ça rentre dans nos habitudes du quotidien. Je passe un temps de qualité aussi avec mes enfants que je pense que j'aurais jamais pu faire à Montréal. Aujourd'hui, je compare avec mes collègues montréalaises. Elles sont très heureuses de leur vie, hein, j'en doute pas, mais euh, à un moment, c'est difficile de justifier. Tu sais, quand toute ta journée de samedi est occupée à faire les courses, puis le dimanche à faire tes repas pour la semaine, puis le reste de la semaine, t'es souvent le chauffeur de tes enfants pour les amener à telle activité, puis telle activité. Moi, ici, je vis pas ça, jamais. Euh, on a peu de divertissement. Tu sais, j'ai pas de cinéma, j'ai pas de théâtre, j'ai pas de musée, mais j'amène mes enfants à la plage à tous les jours. On a un ranch à côté, ils peuvent faire du cheval à tous les jours. Il fait beau, ils sont toujours dehors. On passe des week-ends un peu en périphérie de Tamatave, dans la forêt. Je pense qu'on peut comparer ça aux gens qui vivent en région, peut-être au Québec. Mais j'ai pas besoin de travailler aussi fort. Puis mon mari non plus. On a une qualité de vie, on a un rapport qualité-prix, là, si on veut, qui est intéressant, en fait. Euh, Mon mari part à 7 heures le matin travailler, il revient à 17 heures. Le midi, entre midi et 14, on est toujours ensemble. La semaine, on va au restaurant 2, 3 fois par semaine, ça dérange pas notre quotidien. Le lendemain, c'est pas grave que je sois un peu fatiguée parce que ben, j'ai du personnel de maison qui est là puis qui va m'aider. Euh, il y a quand même une différence notable à ce niveau-là. On parle, depuis tout à l'heure, on s'enligne sur ma vie professionnelle, mais il y a le gain sur ma vie personnelle qui avait pas d'importance. Quand on vit en Occident, c'est tellement interrelié, ça, la vie professionnelle, le bonheur personnel passe par notre accomplissement professionnel, très souvent, avec la culpabilité qui s'ensuit. OK? Ici, les rôles sont un peu plus définis, à savoir que, en général, les hommes ont un business ou ont une profession et la femme travaille à la maison. Puis c'est pas vu comme quelque chose de péjoratif, c'est très naturel, ça se fait comme ça. Puis
Ben, je suis obligée de le dire, ça marche bien. Ça marche bien. On n'a pas j'ai été obligée de revoir à la baisse mes aspirations professionnelles. J'ai été forcée, mais aujourd'hui, mes enfants sont ados, puis je suis contente. Je suis contente. Je suis pas sûre que j'aurais passé autant de temps avec mes enfants si j'avais été au Québec. J'aurais été peut-être très heureuse, au niveau professionnel. Ça aurait peut-être eu des répercussions sur tout le reste de ma vie, mais ici, je suis pas plus, c'est redéfinir ses critères, hein. Ouais, c'est vraiment ça. C'est un... Ça devient un choix plutôt de mode de vie, de lifestyle, comme les Anglos disent, qu'un choix. Mais même, puis tu dis, bon, le mari a plus le business ou l'épanouissement professionnel, mais en même temps, il y a quand même probablement un niveau de stress moins élevé que s'il était directeur dans une banque à Montréal, mettons. Oui, complètement, complètement. Ouais. Puis ici, nécessairement, les besoins sont moins grands. Tu sais, on a 2 supermarchés. Fait que, tu sais, je peux pas aller m'acheter, l'huile, parfum de truffe à 40 la bouteille. Tu sais, quand bien même que je voudrais le dépenser, mon argent, j'ai pas beaucoup d'options. Tu sais, il y a pas de camp de vacances à 2 000 la semaine ou tu sais, j'ai pas, il y a pas de magasin de vêtements, tu sais, il y a beaucoup de friperies, puis les vêtements, bon, on les commande par internet, mais ça prend 6 mois pour arriver. Au supermarché, j'ai 3 choix de céréales. Tu sais, j'ai pas les bio, puis le grano écolo locaux, machin, j'ai pas ça. Fait que, automatiquement, le budget, fait en sorte qu'on n'a pas besoin de travailler aussi fort aussi, bizarrement. Ouais. Est-ce que parfois tu imagines un retour, disons, au Québec ou en Occident, peut-être en France? Tout le temps. Tout le temps. Tu sais, c'est facile de comparer. Tu sais, des fois, il y a des soirs où, mon Dieu, qu'on s'ennuie, puis on se dit: «Ah, ça serait tellement le fun d'aller au théâtre, au cinéma», ou bon, après on compense en voyageant de temps en temps, fait que ça nous divertit un peu. Mais oui, mais c'est jamais une porte qui est tout à fait fermée parce qu'ici, quand on envoie nos enfants étudier à l'extérieur, ça signifie nécessairement qu'il faut aller les voir une fois par année. On appelle ça aller les installer. Alors moi, parmi les filles de mon âge, ici à Madagascar, la plupart de mes amis ont des enfants qui sont déjà mariés. OK? Donc moi, je suis parmi les bébés, là. Moi, j'ai les enfants les plus jeunes, mais je les ai vus passer avant moi. Donc, elles font des allers-retours allègrement, là. C'est une fois par année au moins, des fois 2. Donc, ils retournent en métropole ou ailleurs pour aller voir où les enfants étudient. Donc, pour moi, ça n'a jamais été, c'est sûr que je vais retourner au Canada. Après, sous quelle forme, pour quelle durée, comment ça va marcher, je sais pas. Mais je souhaite que mon fils étudie à Montréal, n'est-ce pas? Après, il peut étudier où il veut. Au cas où il écoute ce podcast-là, il peut aller où il veut. C'est pas grave. Mais reste que, sans dire que je vais me réinstaller au Québec, c'est sûr que ça va être une très grande partie de ma vie, là. Tu sais, la même façon que les Québécois, les retraités québécois allaient en Floride, là, à une certaine époque, la moitié de l'année. C'est un petit peu comme ça aussi. C'est un peu comme ça ici aussi. Ça existe encore. Mes parents l'ont fait jusqu'à ce que mon père soit un peu malade, puis que ça devenait difficile, mais c'est encore, les snowbirds, ça existe encore. Ah oui, ça existe Mais encore. j'ai l'impression que s'il fallait que tu choisisses un ou l'autre, comme sinon, pour y rester de façon permanente, à tout le moins comme port d'attache, est-ce que ce serait Madagascar, tu dirais? Ah boy. Alors, là, tu me poses la question. Je viens de passer 2 ans, 2 mois et demi. J'étais à Montréal et ensuite en France. J'étais contente de rentrer à la fin. J'étais contente. Est-ce que c'était parce que je voulais revoir ma maison, puis mes amis, puis tout ça? Ou c'est parce que maintenant je me sens rattachée à ici? Je sais pas. Je sais pas. Je pourrais pas te répondre. Alors qu'il y a quelques années, c'était assez catégorique. Ah, mais c'est sûr que je vais retourner vivre au Québec. C'est sûr. Là, je te dirais que je suis moins, ouais, c'est moins évident. C'est moins évident. Tu mentionnes souvent ton fils, mais comme tu dis, au cas où ils écouteraient le podcast, t'en as deux. Oui. Non. Et qu'est-ce que tu
penses que ça a voulu dire pour eux d'être... Puis le deuxième a été... Il est né au Québec, mais il a été essentiellement presque toujours à Madagascar, non? Oui, oui, exactement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Parce que je disais les choix qu'on fait pour soi, mais c'est un choix aussi que tu fais pour tes héritiers. Euh, Qu'est-ce que tu penses que ça a été pour eux la différence? Puis qu'est-ce que ça laisse présager pour leur avenir? Euh, écoute, je- si je me fie à mon grand, lui a des souvenirs encore très tangibles du Canada. Parce que même quand on est venu s'installer à Madagascar, au début, on faisait du 6 mois, 6 mois. Euh, et, euh, et bizarrement, bon, c'est sûr que lui s'enligne vers une carrière qu'il ne pourra pas pratiquer ici. Et pour lui, c'était pas un problème. Il avait très hâte de rentrer. Puis tout ce qu'on faisait, rentrer à Madagascar, et tout ce qu'on faisait, il comparait. Jusqu'au goût des légumes. Tu sais, il me disait, ah, il me semble que ça goûte tellement mieux à Madagascar. Puis après, ça reste un ado de 17 ans, tous ses amis étaient ici, bon. Mais lui, je pense que c'est clair dans sa tête qu'il vivra pas ici sur le long terme. Mais je pense que ce qu'il réalise pas, c'est que on lui a donné, en habitant ici, on lui a donné une identité beaucoup plus nette que moi, ce que j'avais. Je pense que c'est clair dans sa tête que lui, oui, il est né au Canada, mais il a vécu à Madagascar, puis c'est un Indien de Madagascar, puis c'est un musulman de Madagascar. Fait que c'est plus clair. Il y a des amis auxquels il s'identifie, des gens auxquels il s'identifie. Quand on était au Québec aussi, on avait peu de familles élargies. Alors qu'ici, toute la communauté élève mes enfants. C'est vraiment comme ça. Moi, je suis pas inquiète qu'on va... Je veux dire, il est tout le temps chez quelqu'un que je connais. Les enfants des autres sont nos enfants. C'est comme ça qu'on voit les choses. Le petit, pour revenir à ta question, donc le petit, lui, étrangement, il nous en veut d'être parti du Canada, même s'il a très peu vécu. Il a l'impression d'avoir raté quelque chose, puis moi je suis un Canadien, puis moi je suis un Canadien. Mais je pense qu'il est encore trop petit pour faire une quelconque. Mais tu vois, là, en blague, on lui disait, ben, OK, en septembre, tu reviens pas à Madagascar avec nous, on te laisse avec grand-papa, puis ma tante à Montréal. Puis il voyait la chose d'un bon œil. Tu vois. Mais je pense qu'il est trop petit. Mais encore une fois, il n'est pas, lui, devant ce choix-là auquel moi j'étais confrontée quand j'étais ado. Je pense pas qu'il vit cette dualité. Puis ça, ils s'en rendront jamais compte, je pense. Peut-être qu'ils seront adultes, je raconterai, mais je suis pas sûre qu'ils vont saisir. C'est vraiment fascinant. Cette idée-là de s'identifier d'un côté ou l'autre, puis les deux enfants qui ont des parcours pas si différents que ça, mais peut-être à long terme des identités qui vont diverger. Mais comme tu dis, il est petit, mais il y a 11 ans, 10 ans. Oui. Mhm. Lui, il veut être joueur de Pas si foot. petit que ça. C'est tout ce qu'il veut Oh! être. Mais tu vois, c'est étrange. Parce que moi, je me rappelle que mes amis gars au Québec, jamais ils m'auraient dit, ah, je vais être un futur Messi, ou non, je vais être un futur Gretzky, ou je vais être un futur Lafleur, ou je vais être un futur. Fait que je pense qu'ils réalisent pas encore ce que l'empreinte de Madagascar ou de la culture francophone française a sur eux. Je pense qu'ils savent pas encore. J'aimerais te faire un tout petit détour sur la question de ton identité musulmane puis des choix qui ont été faits en conséquence. Est-ce que tu as l'impression, parce que tu aurais pu euh, décider, je ne sais pas à quel point c'est une décision consciente, même pour la plupart des gens, mais de ne pas faire de place à ton origine culturelle et religieuse dans ta vie, mais je pense que ça fait partie de ta vie aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu penses que c'est un choix conscient euh, que tu t'identifies comme musulmane ou est-ce que ça allait de soi? Alors, euh, être musulmane à Montréal, euh, c'est, ça aurait été un choix. J'aurais pu pratiquer la religion au degré que j'aurais voulu. D'accord. Puis personne n'en aurait fait cas, à part peut-être ma mère qui m'aurait donné les jours importants de Ramadan pour me dire, oublie pas, il faut faire ça, puis il faut prier ça, puis il faut faire comme ça. Mais autrement, ça n'a pas beaucoup d'impact.
OK. Puis, probablement que si j'étais restée à Montréal, j'aurais été beaucoup moins pratiquante que je le suis aujourd'hui. Même pas par choix, mais parce que, bon, la vie étant ce qu'elle est, ben, on relègue souvent ça en dernier. À Madagascar, dans ma communauté, je te dirais que c'est pratiquement impossible de dissocier la religion de la vie au quotidien. Si tu te dissocies de ça, tu te dissocies de ta vie sociale en général. Moi, si demain j'arrête d'aller à la mosquée, ben, pendant des semaines, il y a des gens que je verrai pas dans d'autres circonstances. À toutes les semaines, on y va. Euh, J'y vois pas toujours une valeur spirituelle. J'y vois souvent une valeur sociale. Je suis contente de voir des amis, je suis contente de voir la famille, etc. Euh, mais ici, tout le monde, toutes les personnes de ma communauté prient 3 fois par jour. Tu sais. Donc, c'est un peu gênant de ne pas faire partie du lot, en fait. Mes enfants vont, bon, évidemment, au lycée français, mais ils vont aussi à l'école coranique. Si je les mets pas à l'école coranique, je les prive de beaucoup de choses, de plein d'échanges avec d'autres Indiens de Madagascar. Bientôt au mois d'octobre, mon fils, il va aller pendant les vacances, il va aller faire un pèlerinage avec tous ses amis de l'école coranique. Si j'y avais pas été, il aurait pas pu y aller. Franchement, ici, la vie est ponctuée par la religion. Ramadan, la fête des morts, la Eid, le premier jour de chaque mois lunaire, on va chez les beaux-parents, on va voir les tantes, les grands-parents. On peut pas. On peut pas. Donc oui, la religion fait beaucoup plus, fait partie de ma vie de façon, ouais. Mais est-ce que c'était un choix? Non. C'était de façon naturelle. Si moi, je voulais pouvoir survivre de façon sociale ici à Madagascar, je pouvais pas faire autrement. C'est le tissu de la communauté. Oui. Je veux dire, c'est l'organisation de la communauté. Puis, si je compare à la société québécoise ou à la société canadienne contemporaine, parce que bon, moi, je viens d'un milieu catholique, là, mes parents, c'est des vrais baby boomers avec des très grandes familles, puis une très grande présence du prêtre, de la religion, mais il y avait aussi, c'était la place où être le dimanche matin sur le parvis de l'église. Tu sais, c'est là que ça se passait. Et je sais pas s'il y a vraiment un remplacement pour ça dans la société, disons, canadienne, québécoise, contemporaine d'aujourd'hui. Je sais pas. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, ben, il y a peut-être un remplacement de peut-être ça, la psychanalyse, mais je veux dire, et de pouvoir partager ce qu'on vit euh, à la mosquée versus dans un cabinet de psychiatre. C'est un peu, c'est thérapeutique, hein. Il faut pas aller très, très loin. C'est thérapeutique quelque part, la religion, je pense. Ben, puis le psychiatre, tu es tout seul dans son bureau parce que c'est ça la différence. Et puis il y a eu des comparaisons avec les centres d'achat pendant un bout de temps, mais les centres d'achat, c'est plus très à la mode. Les gens préfèrent magasiner sur Amazon. Puis même dans le centre d'achat, c'était pas vraiment un espace communautaire. Puis donc, même avec toutes les limites que je reconnais d'emblée au phénomène religieux, puis à l'aspect, je ne sais pas si c'est un mot, exclusionnaire, exclusionniste de ce phénomène-là, pour ceux qui ne faisaient pas nécessairement partie de la même religion, mais euh, il y a certainement une valeur, là. En tout cas, je m'arrête sur l'éditorial. Euh, j'aimerais J'aime bien parler, le comparatif j'aimerais, avec attends, les centres commerciaux. Ça me fait penser aux c'est pas galeries pareil. d'Anjou. Tu sais, aïe, 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 c'était juste à côté de chez moi. Puis quand on allait aux galeries d'Anjou, ah, je me souviens tellement. C'est vrai, c'est un rassemblement de personnes âgées. Aïe, 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 c'est un excellent comparatif, je trouve. Oui. Ben, c'est drôle, là, c'est vrai, maintenant qu'on en parle, quand j'étais petite, on allait aux galeries de Saint-Hyacinthe. Puis mon père, qui n'était pas une personne âgée à l'époque, il devait être là, dans la fin de trentaine, début quarantaine, aimait tellement ça, aller s'asseoir sur les bancs du centre d'achat avec, disait-il, les petits vieux pour jaser toutes sortes de choses. C'est là que ça se passait. Tu sais. Puis en même temps, plus tard, je pense, ado, euh, ça se faisait, là, on se rencontrait au centre C'est d'achat, genre, il vrai. y avait des cinémas dans les centres d'achat, tu sais, c'était un endroit où on pouvait être qui était pas la rue.
qui était couvert. Au Québec, c'est quand même pas rien. C'est pertinent d'être à l'intérieur. Mais bon, enfin, la religion commerciale. Alors, je veux te poser 2 autres questions sur tes choix avant de parler d'avenir. Premièrement, du tac au tac, as-tu des regrets? Ah, my God, tu parles d'une question. Ben oui, j'en ai plein. Qui n'en a pas? Mais oui, ah mon Dieu. Ben j'en ai plein. Oui. Alors, comment formuler ça sans blesser personne et sans sortir d'ici complètement anéanti? Euh, oui, je pense que mon premier regret, il est professionnel. Avoir su comment c'était d'être médecin, là, à quel point c'est compliqué, difficile et prenant, j'aurais fait autre chose. Je pense que ma vraie passion, c'était la littérature. Et je me serais très bien vue être bibliothécaire ou libraire. Oui, ça, c'est un regret fondamental que j'ai. Mais je me souviens qu'à l'époque, je me disais, c'est plus facile d'être docteur, puis ensuite d'être libraire en tant que hobby que, que, que l'inverse. Bon, donc j'essaie de me consoler de cette façon-là. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres regrets? Ben, des fois, je me dis que est-ce que j'aurais été mieux pas mariée, pas d'enfant, à faire le tour du monde 20 fois? Ça va me titiller. Mais encore une fois, je pense à mes enfants qui vont écouter ce podcast-là. Je peux même pas imaginer ma vie sans eux, là. On est d'accord? Maintenant qu'ils sont là, c'est pas possible. Mais ça aurait pu être une option. Ouais. Est-ce que j'ai d'autres regrets? Est-ce que... je pense que c'est mon plus gros regret, c'est ça, c'est professionnel. Oui. Si c'était à refaire, je ferais pas Il n'est médecine. pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop Oui, tard. c'est vrai. 3 petits points. On y reviendra dans une Oui. seconde. Et tes plus grandes fiertés? Mes enfants. Ce qui te rend le plus fier? Mes enfants. Mes enfants. Bon, c'est hyper cliché, là, c'est hyper cheesy de dire ça, mais ça reste que je suis tellement, mais tellement contente a posteriori d'être venue à Madagascar pour avoir pu passer du temps avec eux, pour avoir pu leur donner cette identité qui m'a tellement fait défaut quand j'étais ado, de cette liberté ici, là. Ils sont tout le temps dehors, mes enfants, sont tout le temps partis chez des amis en train de faire une activité parce qu'ils ont le temps. Ils ont le temps, ce qui est pas nécessairement... Je suis sûre que si j'avais été à Montréal, là, avec ma personnalité A, là, ils seraient au conservatoire, puis en même temps dans la ligue, puis oui, de je sais pas quoi, puis aux Beaux-Arts, puis dès que j'aurais eu 10 minutes, ben go, on va dans tel musée, puis on fait telle activité. Tu sais, tout le temps cette espèce de culpabilité qui nous poursuit partout, qu'on veut tout le temps leur faire faire tout ce qui existe sur la planète, là. Ici, je ne peux pas. Donc ça, c'est mon plus bel accomplissement, c'est ça. C'est d'avoir pu leur montrer qu'on peut vivre autrement. Ouais. Parlons d'avenir. Mm-hmm. Comment envisages-tu, j'aime penser qu'il nous reste au moins une moitié de vie, là. Si on en a 40 quelques derrière nous, on a, si Dieu le veut, un autre 40 en avant. Quand tu penses à ça, qu'est-ce que tu imagines? Alors, tu parlais tout à l'heure de reconversion professionnelle, hein? Donc j'espère bien trouver ma voie dans la littérature. Je sais pas comment, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça, me redéfinir autrement, là, plutôt qu'un médecin frustré qui peut pas faire les bons diagnostics, qui peut pas poser les bons diagnostics. J'aimerais ça juste changer complètement. J'aimerais voyager davantage. Maintenant que mes enfants sont grands, j'ai toujours l'habitude de voyager seule une fois par année. Bon, la COVID a un peu changé les plans, mais maintenant mes enfants sont autonomes, sont grands, je peux les laisser. Puis je vois beaucoup de voyages dans mon avenir. Oui, c'est comme ça que je le vois, mon avenir. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais changer dans le monde ou dans ton monde, pour commencer? Écoute, terre à terre, là, mais peut-être parce que le 45 ans vient de me frapper, là, terre à terre, j'aimerais juste être plus en forme.
Être plus je me dis que OK. si je veux passer à travers les 20 prochaines années, faut que le corps suive, là. Puis, cet été encore, quand j'étais à Montréal, j'ai un vieil ami, d'ailleurs je le salue, Jean-Robert, hem, qui, que qu'on est allés manger ensemble. Lui, il a dans les 70 ans, hein. Puis il me disait que le la plus grande tragédie pour les personnes de son âge, c'est pas d'être malade, c'est de risquer de tomber et de ne pas avoir la force de se relever. Parce que tu as pas les muscles, tu as pas les articulations qu'il faut pour ça. Puis il y a rien de plus simple que si on veut vivre longtemps et en bonne santé, là, beh, c'est juste d'avoir un corps qui suit. Tu sais, bon, je parle pas d'une maladie qui peut te tomber dessus, là, ça, c'est autre chose. Mais, mais j'aimerais vraiment ça, me mettre au sport pour pouvoir vivre 20 ans de plus en forme, aussi bête que ça peut paraître. De quoi ça a l'air, là, faire du sport à Madagascar? Tu veux te mettre Écoute au soccer, au foot toi Écoute, aussi ou? écoute, ben, c'est plein de mauvaises excuses que j'ai, là. Bon, d'abord, il faut savoir qu'à Tamatave, il pleut souvent. Donc, à chaque fois, on se dit: «Ah, ben, il pleut, machin», mais j'ai une piscine, là, dans mon jardin, là. Bah, ne serait-ce qu'aller faire la piscine, ne serait-ce qu'aller marcher sur la plage, aller courir un peu de temps en temps, ne serait-ce que ça. Tu sais, on s'est toujours imaginé qu'il faut aller dans une salle de sport, puis d'avoir un coach, puis tout ça. Ben là, j'ai cru ça pendant 20 ans, là. C'est assez de me trouver des fausses excuses. Mais est-ce que ça se fait même à Madagascar? Parce que la façon dont tu me décris la société, j'imagine que la vitalité fait partie du quotidien davantage que cette idée-là de faire, de l'exercice, tu sais, à un moment dédié à cette aspiration-là. Tu vois ce Oui, que je veux dire? mais en fait, ça se fait en tout cas, les Malgaches, là, les gens locaux, les Malgaches de naissance, c'est des gens extrêmement sportifs et je pense que ça vient du fait que, ben, il y a pas d'autres, divertissements, OK? C'est des gens qui doivent travailler fort physiquement en général pour survivre et mais même les expats comme moi ou les Indiens de Madagascar ou les Chinois de Madagascar, il y a des salles de sport, ils vont courir sur la plage, parce qu'il y a rien d'autre à faire. OK. Il y a rien d'autre à faire, tu sais, mais les gens font du vélo beaucoup, de la natation, évidemment avec la mer qu'on a, ouais, ouais, non, non, il y aurait de quoi faire. OK. OK, ben, quand on se reparle, je te tiens au mot, là. Je m'attends à ce que tu aies augmenté ta quantité Ah d'exercice oui, physique. j'espère, j'espère. J'ai 3 grosses questions pour toi, Tasnim, pour compléter. Mmh. J'aimerais te demander si tu as des inquiétudes quant à l'avenir, s'il y a des choses qui te préoccupent. Beh, je pense que l'état de la planète me préoccupe énormément. Hem, je Comme je disais tout à l'heure, je reviens d'un voyage, Montréal et la France et l'Angleterre aussi et je trouvais que les gens étaient, maussades, étaient tristes, étaient, malgré le fait qu'on était en vacances. Hem, je sais pas, c'est peut-être juste une impression, personnelle, mais je sais pas si c'est post-covid ou mais je trouvais vraiment qu'il y avait une atmosphère étrange. Moi, ça fait des années que je n'écoute plus les nouvelles parce que c'est très anxiogène pour moi. Heu, les malheurs planétaires auxquels on est confronté, là, quotidiennement, que ce soit au niveau, bon, évidemment du climat, au niveau de la politique, les guerres, les réseaux sociaux, la violence des gens sur les réseaux sociaux. Je suis très pessimiste, en fait. C'est une inquiétude généralisée. Je sais pas si c'est l'âge, mais à un point tel que moi, j'ai même pas envie de dire à mes enfants de faire des enfants. Moi, je me rappelle, dès que je me suis mariée, ma mère, ma grand-mère: «Bon, quand est-ce que je vais être grand-mère? Nin puis ce qui est tout à fait légitime, là, c'est humain, là, de vouloir, faire vivre ça à quelqu'un, de vouloir que quelqu'un ressente ça, là, la maternité, mais la parentalité, mais moi, j'ai pas envie de dire ça à mes enfants parce que je sais pas dans quel état, va être la planète qu'on va leur léguer. C'est une grosse inquiétude comme ça généralisée que j'ai. Je partage entièrement ton point de vue là-dessus. De l'autre côté,
Parle-moi d'un rêve, quelque chose que tu voudrais voir ou faire dans l'avenir? Euh, quelque chose de personnel? Ben, tu sais, quand les gens vivront d'amour, n'est-ce pas, il n'y aura plus de misère. Ça fait partie peut-être d'une aspiration qu'on pourrait avoir. Je te laisse ça ouvert. C'est à toi de choisir. Je pense que, je vais en décevoir plus d'un, mais je pense que je suis trop désabusée et désillusionnée pour penser qu'il y a quelque chose de positif qui pourrait arriver globalement sur la planète. Très honnêtement. Puis quand je vois que là, on s'attaque même à l'espace, là, j'ai l'impression que c'est une question de non-retour. Je pense qu'il y a certaines personnes qui partagent le même avis, puis c'est pour ça qu'ils essaient d'explorer plus loin. Euh, mais d'un point de vue tout à fait égoïste et personnel, euh, moi, ce que je rêve, c'est de continuer à explorer la planète qu'on a en ce moment. Là. Il y a des portions du monde que j'aimerais. Je rêve d'aller en Mongolie, je rêve d'aller en Jordanie, d'aller dans des. Avec les années, j'ai plus trop envie du tourisme conventionnel. Tu sais, oui, un jour, j'aimerais bien aller à Rome ou aller à Athènes ou des choses comme ça, mais j'aspire plus à visiter les grands espaces. J'adorerais faire le territoire du Nord-Ouest ou traverser le Canada de façon un petit peu non conventionnelle. Ça, ce serait mon rêve, d'aller explorer. Je pense qu'à force de vivre à Madagascar, qui reste un pays relativement retiré, on n'est pas encore envahi par le tourisme, mais j'ai vu des paysages juste extraordinaires. On a croisé des peuples primitifs, des gens qui n'avaient jamais vu de voiture. J'aspire à aller voir ce genre d'endroits dans le monde, ailleurs, s'il y en a encore. Je pense qu'il ne doit plus en rester beaucoup. J'ai 1 ou 2 projets à te proposer. On s'en parle après l'enregistrement. J'ai hâte. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, donc je me dis toujours quand on aura 50 ans, Tasnim, Ouais. on va se préparer quelque chose. On y Mais c'est revient. bientôt. Ben oui, je sais, on a 5 ans pour se préparer, alors c'est pas Allons. si pire que ça. Ouais. Dernière question pour toi, Tasnim. Quel héritage souhaites-tu laisser? Euh, Alors, je vais être très terre à terre. Puis là, j'ose même pas le dire à la radio, là, parce que dans le podcast, parce que, mon Dieu. Mais j'aimerais vraiment écrire un livre. C'est pas un héritage, en fait. Ça reste c'est plus un témoignage ou un. Ouais, j'aimerais vraiment, vraiment écrire un livre qui serait publié. J'en ai plein des livres dans ma tête puis dans mon disque dur, là, mais qui vaille la peine d'être publié. Puis après, c'est même pas grave s'il y a 2 personnes qui le lisent, les 2 personnes étant mes 2 fils, là. Mais je rêve, ouais, je rêverais de laisser quelque chose d'écrit. Parce que je pense que les livres, c'est ce qui reste. Je pense que c'est immortel, un livre. Beaucoup plus que n'importe quelle clé USB ou n'importe quel enregistrement ou disque dur. Je pense qu'un livre, des pages, des mots sur une feuille de papier, je pense que c'est immortel. Pourquoi pas, Tasnim? Pourquoi pas? Ah, oui. Donne-moi pas d'excuses. Vas-y. Je sais Où pas, et hein? quand? Je sais pas. Je sais pas, ça fait des années que je me pose pourquoi. Mais c'est comme le sport, cette affaire-là. On a tout le temps des bonnes excuses pour le repousser. Ben, il n'est jamais trop tard. Moi, je pense que la quarantaine, c'est une bonne opportunité. C'est l'occasion de peut-être confronter nos excuses puis de passer aux choses sérieuses. Ouais, Maintenant qu'on est grand. ouais. Mais tout à l'heure, je reviens juste sur. Puis je sais que là, je reviens un petit peu au début de la. Mais tu me parlais des regrets, là. Puis là, ça me revient. Mon plus gros regret, c'est d'avoir laissé le temps passer. C'est de toujours croire qu'il est trop tard ou qu'il est trop tôt. Tu sais, quand on a 20 ans, on se dit: «Ah ben, on a le temps, on a le temps». Puis quand on a 40, «Ah ben, de toute façon, c'est trop tard. Ah ben, de toute façon, c'est trop tard». Je pense que c'est cette perception du temps. J'aimerais, j'aimerais que mes enfants, eux, retiennent que c'est toujours le temps pour faire quelque chose. Ne jamais regretter ou ne jamais espérer. Tout de suite, maintenant. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 11e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram à laquarantaine.balado ou écrivez-moi à bonjour@laquarantaine-balado.com. Pour me suggérer le nom d'une personne à interviewer, visitez le site laquarantaine-balado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.